Raphaël, c'est Anne-Céline. Ça va? Ouais, on t'attend. À tout de suite, parce que là, ça démarre dans 5 minutes. Hein. Ok, à tout de suite. Bah, il est détendu, ça va. Il n'était pas pressé. J'allais dire, tu lui as mis la pression, mais pas du tout, en fait. Il dit, ouais, j'arrive. Il a noté qu'il y avait 10 minutes d'inclusion, d'introduction, et je lui ai dit, bon, moi, ça, je viens après. C'est vrai qu'il aime bien faire efficace. Eric, bon, il passe avant moi, j'arrive à la fin de son intervention. Pas stressant du tout. Alors. Est-ce que, Eric, tu peux éventuellement te renommer et écrire interface, comme ça, Ok, alors attends. Rename. Bon, c'est pas mal déjà, hein, c'est ton nom en entier, mais on identifie ta structure. Tu préfères comme ça? Ah, les deux, en fait. Le nom et avec un petit tiret, interface, comme on l'a fait avec Marie, par exemple. Il me semble que Raphaël, il est dans la salle d'attente. Tu veux parler, Ludo, c'est ça? Non? Tu fais des signes, on ne comprend pas très bien. Anne, je ne sais pas si tu as mis ton titre en entier. Ouais, c'est bon. Voilà. À tout de suite. François non plus. François, tu peux écrire François Ça y est, Priscilla est là sous nos yeux. Ouais, je ne vous dirai pas ce que j'ai fait pour arriver jusque-là. Cela ne nous regarde pas. Tu veux Anne-Céline, faut que tu... Ouais, je vais mettre Raphaël en co-animateur, c'est parti. Bienvenue Raphaël. Tu peux retirer Raphaël. Muet là. Démuter ton micro. Tu peux le faire maintenant. Maintenant, c'est bon. Ah. Welcome. Merci. Comme quoi, on nous enlève la parole et c'est tout de suite horrible. C'est dingue. La liberté d'expression. Avec un magnifique fond d'écran, c'est superbe. Décathlon. Ah non, c'est du réel. Ah, ah ouais, c'est pas un montage cette fois-ci. Quand Raphaël il fait des photos Snapchat, en fait, il met des vrais masques, des vrais trucs. Comment on va faire? Du coup, moi, je vais partager après mon écran pour présenter. Ouais. On peut faire un test. On l'a fait à l'instant avec elle. Ah bah parfait. Bonsoir Priscilla. Comment je fais? Alors du coup, je fais... Vous mettez en présentateur, c'est ça? Ça commence à arriver dans la salle d'attente. Moi, j'ai une question, Raphaël, pour toi. Ton poste en français, c'est leader de la durabilité de l'offre chez Decathlon? Oh là, responsable développement durable sur l'offre et la conception. Ok. J'ai l'impression que c'est plus simple, mais je ne suis pas sûr. Si. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, nous voyons ton écran, c'est nickel. Ouais. Oui, on voit des montagnes. Il y a un concours des plus jolies photos entre Interface et Decathlon, attention. Ouais, non, j'ai perdu. Vous avez vu mon PowerPoint, c'est bon. Ouais. Bon, super. Ça va pour toi, Raphaël? Oui. C'était bon pour toi? Ouais, on vient de finir une journée top avec le réseau là. Donc c'est marrant de finir la journée en partageant ce qu'on fait alors que j'ai fait toute la journée avec le réseau. Ouais. C'est marrant. Ça fera la connexion. Super. Anne-Céline, tu peux peut-être juste te renommer en mettant AccentFax éventuellement. Yes, tout à fait. Et puis, à mon avis, comme il est 58, tu peux commencer à partager ta musique et la slide et on va accepter les gens. Attends, c'est parti pour 1, la musique, 2, la slide. Alors, attends. Du coup, je vous laisserai admettre les personnes. Oui, ça on peut faire. Ouais. Nous allons le faire. Hop. Est-ce que vous entendez? C'est super. C'est parfait. Bah, j'ai changé de musique. Bon, et ben génial. Et ben écoutez, bon webinaire à tous. Ouais, merci. Merci. On laisse juste les micros d'Anne-Céline et François pour l'instant. Ah, elle est bien cette musique. Ouais. Ça le fait quand même.
Ouais, c'est plein de souvenirs pour moi. Tu vas verser ta petite larme. C'est mon adolescence. Du coup, il est 18h, on admet? On y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire... Ah bah voilà, je vais faire admettre tout le monde. Hop. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà arrivés parmi nous. On va se donner quelques minutes pour laisser arriver les participants. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est ravis d'être avec vous ce soir. Bonjour à Vous toutes avez et peut-être tous. constaté que voilà, les micros sont coupés pour vous. On vous autorisera à les réactiver tout à l'heure pour les temps d'échange. Mais comme on va être assez nombreux ce soir, on a coupé les micros. Super, ça monte, on est déjà presque 50. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez profiter de ces quelques minutes d'attente avant que tout le monde soit là pour renommer votre profil. Dans Zoom, en bas, vous avez la possibilité de vous renommer en indiquant votre nom et peut-être votre entreprise si vous le souhaitez. Je vois que certains ont aussi noté la ville d'où ils viennent. C'est une alternative. Ça peut être sympa aussi de se rendre compte d'où vous êtes. Alors. Bonsoir aux nouveaux arrivants. On attend encore quelques minutes parce que on est nombreux à s'être préinscrits. Ah, je crois qu'on retrouve quelques fidèles qui avaient participé au Sans Transition numéro 1. Bienvenue à vous. Et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Très chouette de Bien voir dans vos noms de participants toutes les entreprises qui sont avec nous ce soir. On va se donner encore une petite minute pour laisser les participants arriver.
ça continue à arriver, super. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va démarrer et je pense qu'on va encore avoir d'autres participants qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je vais interrompre ce magnifique morceau de Santana. On pourra vous le remettre un peu plus tard pour les fans. Hop. Et voilà. Alors, on va démarrer. On est ravis de vous retrouver pour ce second afterwork de Sans Transition autour des activités durables et de leur business model. Ce soir-là, je ne sais plus à combien on est, 74 déjà, et on devrait encore avoir quelques personnes qui nous rejoignent. Et on est très heureux de voir l'écho qu'a eu cette proposition autour de l'éco-conception et de voir qu'on est si nombreux à se pencher sur ces sujets. Derrière l'écran et à l'organisation de cet afterwork, il y a 4 entités. Donc, il y a Corporate for Change avec Jonas. Tu peux nous faire un petit coucou, Jonas? Voilà, il y a ZTP avec Marie, avec Pauline et avec François. Bonsoir. Il y a l'Affectio de Mobilis avec Priscilla. Priscilla qui est aussi notre hotline si vous avez des difficultés techniques. Son numéro est dans l'invitation de ce soir. Voilà, et puis il y a Acts and Facts avec moi. Voilà. Et alors nous, ce qui nous rassemble dans ce collectif, c'est l'envie d'œuvrer dès aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et pour ça, on avait envie de proposer des séquences d'inspiration par des rencontres avec des pionniers qui posent des pas dans ce chemin de transition écologique. François, alors je me tourne parce que François est dans le bureau juste à côté de moi. Merci Anne-Céline. Donc ce soir, effectivement, nous avons la joie, le plaisir d'accueillir Eric Ramperlberg, qui est vice-président d'Interface pour l'Europe du Sud et pour l'Asie, ainsi que Raphaël Duby, qui est responsable développement durable sur l'offre et la conception pour Decathlon. Donc tous les deux vont nous partager leur expérience de transformation de leur offre à travers l'éco-conception. C'est l'objet de ce workshop. Leurs témoignages seront bien sûr suivis d'un temps de questions-réponses. Vous serez sans doute nombreux à les interroger, puis d'un petit moment en groupe. Voilà, et pour entrer dans le vif, alors pas tout à fait tout de suite dans le vif du sujet, mais dans cette soirée en tout cas, nous vous proposons un petit sondage sur l'outil Klaxoon. Alors, tout au long de cette rencontre, vous verrez que nous allons utiliser cet outil pour faciliter nos échanges. Pas de panique, pas d'inquiétude. Si vous rencontrez quelques difficultés pour l'utiliser, bien qu'il soit relativement facile d'accès, vous avez toujours le joker, c'est-à-dire d'utiliser le chat. Ce soir, c'est Jonas qui sera, je dirais, notre maître Klaxoon. Donc, Jonas, je te passe la main. Merci beaucoup François, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire sans transition. Alors avant de vous montrer comment vous connecter à Klaxoon, bien sûr, je vais d'abord vous présenter la première question qui est très importante pour nous, qui est quel type de confiné êtes-vous? Alors, est-ce que vous êtes plutôt l'impatient qui a hâte de terminer ce confinement ou hâte de commencer ce webinaire dans le vif du sujet, le détendu? Est-ce que vous êtes plutôt le workaholic ou le roi de l'évasion? Voilà pour la question et je vais tout de suite vous expliquer maintenant comment répondre à ces questions via Klaxoon. Hop, si mon ordinateur... Voilà. Alors, vous avez reçu un lien dans le chat vers le lien de connexion Klaxoon qui va ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur. Vous pouvez simplement faire copier-coller et ouvrir le nouvel onglet dans votre navigateur. Voilà, vous l'avez bien reçu. Je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer comment vous connecter.
Voilà, vous arrivez sur cette page, on vous demande simplement de mettre un petit pseudonyme. Donc voilà, vous pouvez mettre un pseudonyme tout simple. Il faut bien cliquer sur la case « J'ai lu et j'accepte les conditions générales » et vous cliquez sur « Rejoindre ». Et vous avez donc la première question qui est affichée. Je vois que certains n'ont pas attendu mes instructions. C'est super, ils connaissent déjà Klaxoon, nous avons 30 votes. Vous cliquez donc sur la question et vous choisissez donc la réponse que vous souhaitez apporter. Il y a beaucoup de workaholics autour de cette table ce soir. Voilà. Des gens qui ont envie de bosser, c'est assez équilibré. Il n'y a pas beaucoup d'évasion, mais vous allez voir, Interface et Decathlon vont nous faire voyager dans le monde de l'éco-conception. Et comme il y a quand même un certain nombre d'impatients également, je vous propose, je vais attendre encore quelques secondes, il y a déjà 60 réponses. Voilà, je vais clôturer cette première question. Et vous allez avoir une deuxième question qui va s'afficher, qui est cette fois-ci, quelle bouteille représente le mieux l'éco-conception selon vous? Et je vais vous partager évidemment les visuels pour que vous puissiez bien vous représenter les 4 propositions. Vous avez donc en proposition la gourde végétale française, la carafe SodaStream, la gourde en inox fabriquée en Europe ou la bouteille d'eau minérale et son bouchon SnapClick. Voilà, vous avez 4 visuels que vous voyez à l'écran et c'est pareil, je vous laisse répondre à ce qui vous semble être la bouteille qui représente le mieux l'éco-conception selon vous. Alors, on va tout de suite regarder les résultats de cette question. On voit que c'est la gourde végétale française qui remporte la majorité des suffrages. Félicitations. Mais on a la gourde en inox qui la challenge, qui n'est vraiment pas loin. Donc, on voit qu'il y a débat. Ça prouve peut-être que l'éco-conception, c'est un sujet qui est assez complexe. Et pour ça, voilà, on va tout de suite rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour avoir les éclairages d'Éric et Raphaël qui, très concrètement, vont nous partager comment leur entreprise se sont engagées sur la voie de l'éco-conception. Super, merci beaucoup Jonas. Alors, donc effectivement, on va passer la main tout de suite à Éric d'abord et puis après à Raphaël. Et pendant leurs interventions, vous avez la possibilité de poser vos questions dans Klaxoon. Du coup, Jonas, tu nous expliques comment on fait pour poser les questions? Absolument. Donc, je vais tout de suite clôturer l'activité présente et lancer une nouvelle activité qui s'appelle « Vos questions à vos intervenants » que vous retrouvez toujours sur votre écran Klaxoon. Je vais aussi vous montrer comment faire si besoin pour poser vos questions. Voilà, vous avez la nouvelle activité qui vient d'être lancée, vos questions à nos intervenants. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à préciser à qui vous adressez la question, en commençant la question, voilà, en adressant par exemple à Éric. Éric, comment ça va? Et voilà, ça on sait que ce sera plutôt une question posée écrite. Vous cliquez sur envoyer. Voilà, vous pourrez poser vos questions tout au long de leur intervention, puis on vous laissera un petit temps à la fin, bien sûr, pour les poser. Ce qui sera aussi utile pour nous, puisque vous êtes très nombreux, c'est de pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, vous allez avoir la liste de toutes les questions et vous pouvez cliquer sur un petit cœur sur les questions qui vous intéressent le plus. Ça nous permettra de choisir les questions qui recueillent le plus de suffrages. Alors, c'est super, il y a déjà des questions avant même d'avoir écouté leur intervention. C'est top. Alors, juste une petite invitation, proposition pour la suite. Donc, je vais passer la parole à Éric, mais juste avant, je voulais vous proposer de couper vos caméras parce que ça consomme beaucoup de bande passante. Et qui dit bande passante dit émission de carbone. Donc voilà, comme on est déjà 100 à être connectés, je vous propose que pendant le temps des interventions, on coupe la caméra et on la réactive après. Super, un grand merci. Et voilà, Éric, je te passe la parole du coup. Merci beaucoup. Alors, hop. Juste, Anne-Cécile, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit mon écran? On voit très bien ton écran.
Eh bien, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner cette tribune pour partager avec vous le parcours et l'expérience d'interface sur l'éco-conception, mais surtout sur notre trajectoire de développement durable. Donc, nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans le B2B et bienvenue dans le monde magnifique du revêtement de sol et de la moquette. Donc, notre métier, c'est concevoir des espaces de travail. Donc ici, vous voyez une de nos dernières collections, donc une moquette modulaire inspirée bien évidemment des principes biophiliques, éco-conçus à base de matériaux recyclés et de matériaux biosourcés, entièrement posés de façon très particulière, pas collés au sol, adhérés avec des pads pour que toutes ces dalles soient liées entre elles. Et très clairement, en termes de technologie, en termes d'éco-conception, c'est quelque chose de très différent par rapport à ce qui se passe dans l'industrie. Et tout ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat de plus de 25 ans de travail qui a été possible grâce à ce monsieur. Ce monsieur, c'est Ray Anderson, c'est le fondateur de la société qui a créé Interface en 1973, une grande année. Et qui a fait pivoter complètement le modèle industriel de la société en 1994. Nous sommes un groupe américain, donc on raconte bien les histoires, et la légende urbaine chez nous veut que Ray Anderson ait perdu un appel d'offres en Californie, justement dans le début des années 94, et qui a questionné le fait que faisait Interface pour l'environnement. Prenons-nous en compte les impacts environnementaux de notre activité industrielle, et notre CEO fondateur n'a pas su répondre à ça. Et il y a eu un moment clairement de questionnement profond, de remise en cause radicale, et qui a mené Ray Anderson à définir clairement une nouvelle route pour la société, avec ce que les Américains appellent si bien un moonshot, c'est-à-dire on vise la Lune. Et Ray Anderson, dès le début, en 1994, a emmené toutes les équipes vers une vision à l'horizon 2020, donc voilà, cette année, où on devait ne plus faire de mal à la planète et ne plus extraire les matières comme on le faisait avant. Très clairement, de 1973 à 1994, Interface a pollué la planète. Ray Anderson, et c'est la première étape fondatrice, a partagé ça. Et il a clairement dit, nous sommes une partie du problème, nous devons devenir une partie de la solution. Et ce problème, on va se le poser de façon exhaustive, complète, radicale et honnête vis-à-vis de nous, en faisant une première étape fondatrice sur l'analyse du cycle de vie de nos produits, l'évaluation de nos impacts et de nos bilans carbone. Et bien évidemment, en 1994, aux États-Unis, quand vous vous lanciez dans une démarche de développement durable, de perspective circulaire et d'éco-conception, eh bien, il n'y avait personne pour vous aider. Donc, ce qu'a fait Ray Anderson, il a, dans un premier temps, vulgarisé le sujet. Il était hors de question de mobiliser toutes les équipes sur différentes thématiques, sur différents objectifs. Très clairement, il a synthétisé ça. Il a dit aux équipes, on va pivoter complètement, ça va nous prendre du temps, on va travailler sur le temps long. Par contre, sachez qu'il y a besoin de la mobilisation de tout le monde. Il a formalisé ça avec le petit graphique que vous voyez derrière, qui s'appelle le Mount Sustainability, donc la montagne de développement durable qui proposait de gravir ensemble. Et pendant 2 ans, il a fait appel à des conseils. Donc voilà, ce monsieur-là, c'est Paul Hawken, qui a écrit The Ecology of Commerce. Donc si ce n'est pas encore votre livre de chevet, s'il vous plaît, achetez-le, pas par Amazon, mais achetez-le dans votre petit libraire du coin, et ce sera extrêmement inspirant. Donc Paul Hawken a travaillé avec Ray Anderson. Paul Hawken est toujours advisor au board d'Interface. Il a travaillé également avec cette dame qui est extraordinaire, qui s'appelle Janine Benyus, qui est la dame qui a inventé le mouvement de biomimétisme. Donc ces deux personnes ont vraiment challengé Ray Anderson dans le plus profond de sa culture industrielle, d'ingénieur, pour lui dire les enjeux sont là,
les enjeux sont ailleurs et il faut se poser les vraies questions en toute honnêteté. Et ces questions-là, il les est formalisées sur ces 7 thématiques qui ont pris 2 ans à mettre en place. La feuille de route interface, donc de 94 à 96, avec ses travails en équipe, avec ses advisors externes, pour redéfinir le modèle. Donc, cette feuille de route, vous la voyez, ça date de 1996 et c'est toujours d'actualité chez nous. Donc, vous voyez des termes comme closing the loop au milieu. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'économie circulaire. Eliminate waste, banning emission. Donc, ça, c'est bien évidemment toutes les émissions du fait de l'activité industrielle. Tout de suite, cette approche, pas simplement sur l'activité industrielle, mais sur toute la chaîne logistique, toute la supply chain. Et c'est la clé du succès. Un des clés du succès, de se dire, on regarde le cycle de vie, mais on regarde le cycle de vie de nos produits entiers. Et tout de suite, on met autour de la table tous nos fournisseurs. Parce que si on parle de cycle de vie, si on parle de bilan carbone, il faut que tout le monde soit impliqué en amont sur les fournisseurs de matières premières et en aval jusqu'au dernier kilomètre pour la logistique. Donc, bien évidemment, c'est un travail énorme qui doit être mis en place. Il faut absolument partager les enjeux. Il faut que tout le monde soit au même niveau de connaissance de ce que c'est le développement durable, ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est très simple. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Donc, de 73 à 94, l'activité économique d'interface est très take, make, waste. Alors, je prends des matières premières, je produis et je génère des déchets. Faire ça et le rendre circulaire, c'est tout simplement que le point A de départ et le point B de fin de cycle de vie sont concordants. Donc, vous devez de prendre en compte tout ce cycle de vie pour les développements de vos produits, pour chaque nouveau développement et au-delà de l'éco-conception de vos produits, de devenir éco-concepteur de vos process technologiques et éco-concepteur de votre modèle économique. Et je vais le détailler dans la suite. Donc, 2 ans de travail, des équipes en interne sur des choses simples, analyse de cycle de vie, évaluation des bilans carbone, et on travaille sur les impacts à partir de ces objectifs. Ce qui permet de suivre sur le long terme. Là, vous voyez les résultats atteints par interface en 2019 vis-à-vis du point zéro en 1996. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entreprise, pendant 25 ans, les objectifs et les KPI, les indicateurs n'ont pas bougé. Aujourd'hui, en 2020, à la fin de la mission zéro, on sait qu'on a réduit de 96% nos émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on a réduit de 74% nos bilans carbone de nos produits et qu'on est sur un usage de matériaux recyclés et de matériaux biosourcés de plus de 60%. Donc, on est sur le temps long. Certes, on est dans l'industrie lourde, mais un des enseignements majeurs, c'est qu'on doit travailler sur le temps long. Et aujourd'hui, ce que partage Interface, après ces 25 ans, c'est qu'on ouvre notre connaissance sur le côté possible. On arrive avec un prototype industriel et on se dit, voilà, un prototype industriel durable, c'est possible. Et le seul message qu'on porte aujourd'hui, après ces 25 ans de travail dans l'ombre de notre côté, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, tout le monde peut le faire parce qu'on a réussi à le faire. On est un groupe d'1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans le monde entier, donc pas si gros que ça. C'est possible, tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Parce qu'entre-temps, depuis 1994 jusqu'en 2020, il y a des enjeux différents qui sont apparus, et notamment le réchauffement climatique. Donc, on a rapidement aussi promu sur le marché, vis-à-vis de nos clients, des thématiques sur le bilan carbone. Oui, tous nos produits sont neutres en bilan carbone, et on leur explique pourquoi, et on leur explique comment. De façon très honnête et très transparente envers vous, oui, aujourd'hui, nos clients achètent nos produits parce qu'ils sont beaux d'un point de vue design, parce qu'ils sont d'une extrême qualité et parce qu'ils sont, ils sont livrés avec un service premium. Mais derrière, ça nous permet de créer ce lien et cette discussion au sujet du développement durable, de l'éco-conception, d'une vue circulaire de modèle et d'amener aujourd'hui un échange sur les nouveaux enjeux sur le réchauffement climatique. Et très clairement,
La mission qu'avait donnée Ray Anderson, cette mission 0 de 1994 à 2020, on y est arrivé, mais dès 2016, du fait de la prédominance de cette problématique de réchauffement climatique, on a tout de suite pensé à la prochaine étape et au moonshot suivant. Le moonshot suivant, c'est très clairement le réchauffement climatique et notre nouvelle mission d'ici 2040 de devenir un modèle régénératif, ce fameux net zéro et au-delà. Donc, on ne sait pas aujourd'hui comment on va faire encore, comme on ne savait pas comment on allait faire en 1994 d'être neutre en carbone à l'horizon 2020. Aujourd'hui, on part avec très clairement une mission au-delà de nos objectifs business sur le fait de dire comment rendre une entreprise industrielle régénérative, c'est-à-dire pas simplement de faire aucun impact vis-à-vis de l'environnement, mais de pouvoir contribuer positivement à l'inversement de ce phénomène de réchauffement climatique. Donc, ce qu'on fait, encore une fois, comme on a fait entre 1994 et 1996, on se pose les bonnes questions. Et ça, ce slide peut paraître assez compliqué, mais il est assez simple. C'est les projections et les courbes d'augmentation de la température à horizon très lointaine, on va dire, d'ici 2050. Et tout le collectif GIEC nous dit, il faut travailler sur les émissions carbone humaines, il faut travailler sur les puits de carbone, il faut laisser la nature refaire son travail. Pourquoi ? Parce que le carbone, et c'est un choix fort, et c'est encore en toute transparence, le carbone, il est dans la nature. Le sujet du carbone, c'est que c'est l'activité de l'homme qui l'a placé au mauvais endroit. Donc, si l'homme l'a placé au mauvais endroit, l'homme, par son action, peut le replacer au bon endroit. Donc, sur les mêmes principes fondateurs de se dire on est toujours une partie du problème et on doit être une partie de la solution, et quand on travaille dans le bâtiment et que le bâtiment est responsable de 39% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde, on est au milieu du truc. Donc, on se lève et on dit, voilà, à partir de ça, il faut tirer les bonnes conclusions. Donc, tirer les bonnes conclusions, c'est quoi? C'est éco-concevoir aussi son modèle économique, son business model, comme on dit aux États-Unis. Donc, à partir de ce constat du GIEC, on a tout simplement déroulé notre modèle économique pour les dizaines d'années à venir, jusqu'en 2040. Donc, le Live Zero, on continue notre mission zéro, on continue à réduire nos émissions, mais on travaille aussi à approcher le carbone différemment. Comment est-ce qu'on peut contribuer, nous, industriels du revêtement de sol de la moquette, à impacter ces émissions de carbone? Tout simplement en disant, écoutez, le carbone, il ne faut juste pas le relâcher dans l'atmosphère. Donc, on va tout faire pour garder ce carbone séquestré en utilisant des matières qu'on va réutiliser quasiment à l'infini, de sources différentes, de sources qu'on ne connaît pas encore, et on va changer nos processus de fabrication. C'est un des enseignements majeurs côté interface, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'amélioration continue, on n'est pas du tout dans les petits pas, on est sur des grands sauts tous les 5 ou 8 ans, on casse tout et on recommence. Donc, d'un point de vue industriel, ce n'est pas facile pour nos équipes, mais on sait que face aux enjeux, on doit aller encore plus fort. On doit penser à cet effet ce ripple effect, c'est-à-dire cet effet d'onde pour emmener tout le monde, toute notre chaîne logistique, nos fournisseurs. Et encore une fois, de trouver une raison d'être et une légitimité au-delà de la moquette, au-delà du revêtement de sol, pour se dire, OK, quels sont maintenant les nouveaux enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire? Et jusqu'à aller chercher de la matière première où on ne pense pas pouvoir en trouver, les filets de pêche avec le nylon aujourd'hui recyclé qui sert à fabriquer les dalles de moquette que vous avez vues, il sert aussi en sourcing sur ces filets fantômes. C'est du nylon 6 qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser derrière. Donc, cette phrase de notre fondateur Ray Anderson, elle est toujours là. Et un des enseignements principaux, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, dans les entreprises, dans les associations, dans les gouvernements, si ce n'est pas vous, c'est qui? Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Parce qu'il faut agir très clairement, rapidement, pour inverser cette courbe de réchauffement climatique.
dès lors qu'on a le courage de se lever et de se dire « je suis une partie du problème, je peux devenir une partie de la solution ». Voilà. Hop. Anne-Céline, je suis à peu près dans le timing. Hein. C'est parfait dans le timing et merci beaucoup pour ce que tu nous partages. Moi, ça me donne une grosse patate là. Merci effectivement Eric pour ton partage. Alors, vous l'avez compris, je pense qu'on aura déjà beaucoup de questions à ce niveau-là, c'est super. Vous l'avez compris, de toute façon, le parti pris qu'on a eu sur ces afterwork, c'était d'avoir un binôme d'intervenants avec un référent du sujet en dehors de l'écosystème AFM et puis effectivement un référent du sujet à l'intérieur de l'écosystème AFM. Et donc pour ce soir, on a le plaisir également d'avoir avec nous Raphaël qui va nous partager l'expérience et l'ambition de Decathlon. Raphaël, je te laisse la parole. Merci. Alors, hop, je vais me mettre en présentation. Vous me dites si c'est bon? Ouais? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Bon, merci à tous. C'est pas facile de passer après Eric à Interface, mais ça fait plaisir de voir une entreprise qui a réussi, qui est allée jusqu'au bout du geste. Et voilà, donc tout d'abord, je tiens à dire merci à Anne-Céline et à Nicolas d'Act & Facts pour l'invitation et pour leur travail au sein d'Act & Facts. C'est vraiment top ce qu'ils font. Et sans eux, bah voilà, ces partages n'auraient pas lieu. Donc voilà, grand merci à vous. Alors moi, c'est Raphaël Duby, j'ai 34 ans. Ça fait 10 ans actuellement que je suis à Decathlon. Et je suis passionné de course à pied, d'escalade, de boxe. Voilà, je tenais à vous partager ça. Se partager un peu de sport, c'est toujours plaisant. Donc, je suis super content de vous partager ce qu'on fait à Decathlon, en fait, parce que vous pouvez voir pas mal de choses sur des supports externes. Mais ce que je vais vous indiquer, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément trouver. C'est comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc, voilà, je suis content de pouvoir vous le partager. Donc, en fait, moi, à la base, une chose que je voulais vous partager, c'était comment je suis venu au développement durable. Et donc, pour commencer, moi, en fait, à la base, je viens de l'informatique. J'ai appris l'informatique durant mes études. C'est ce qui m'a donné aussi beaucoup d'ouverture quand j'étais plus jeune. Ça m'a aidé à découvrir un peu le monde voilà, via cette fenêtre qu'est Internet et tout ce qu'on peut y faire. Et en fait, à l'issue de ça, j'ai appris en DUT informatique du coup ce domaine. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, en fait, tu vas travailler au moins 35 heures par semaine, et c'est probablement beaucoup plus. Et donc, en fait, je me suis dit, il faut faire quelque chose de plus important. Et notamment, en fait, j'ai lu Nos logos de Naomi Klein. Donc, je tenais à vous partager, si vous ne connaissez pas ce bouquin, sur la société de consommation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup animé à cette époque-là. Ça m'avait assez voilà, chamboulé. C'était un peu, je pense que tout le monde, en fait, qui vient sur le développement durable, sur ce sujet, à un moment où, en fait, il y a eu un petit déclic, et ça, c'était le mien. Donc, je suis passé, en fait, de l'informatique à l'environnement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette transition sans reprendre toutes mes études. Donc, je suis allé en licence pro gestion des déchets, où en fait, j'ai découvert la fin de vie de nos produits, qu'est-ce qui s'y passait, le recyclage. Et là, je me suis dit, c'est absolument voilà, ce que j'ai envie de faire. Ce domaine-là, c'est le bon. Et du coup, en fait, par contre, je me suis dit, j'ai envie de mener des projets. J'ai envie de faire bouger les choses de façon plus large et donc de mener des projets. Donc, je suis allé faire un master à Cergy-Pontoise en écologie industrielle. Et notamment, j'ai découvert un sujet que en fait, je ne connaissais pas, qui pour moi n'avait pas d'existence dans ma culture, qui était l'éco-conception et là, c'est l'analyse en cycle de vie. Et en fait, je suis arrivé donc, de la fin de vie des produits et en fait, j'ai redécouvert qu'il y avait tout un cycle de vie avant ça et ça a été un espèce d'eureka, d'orgasme intellectuel et je me suis dit, c'est vraiment là-dedans qu'il faut agir, c'est là qu'il faut, c'est avec ça qu'il faut travailler. C'est là-dedans qu'il faut faire bouger les choses.
Et donc, après, je suis rentré en contact avec Decathlon à la fin de mes études et en fait, avec un stage qui faisait la jonction entre les deux. Donc, en fait, je suis arrivé en stage sur le recyclage et l'éco-conception, donc tout ce qui était recyclage des vêtements en matière synthétique et aussi comment reconcevoir les produits pour faciliter la recyclabilité. J'ai bossé un peu sur l'innovation. Après, je suis allé chez Soloniac parce qu'en fait, il y avait un leader qui souhaitait avancer sur le développement durable. Je suis parti pour 6 mois, je suis resté 1 an et demi. Après, il m'a proposé de venir accompagner les autres sports. Et en fait, à cette époque-là, pour moi, le développement durable, c'était un projet, mais ce n'était pas un métier. L'éco-conception, ce n'était pas un métier dans une entreprise comme Decathlon. Mais du coup, en fait, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à animer différents sports, le réseau, et ben là, je me suis dit, en fait, si ça peut être vraiment une activité au sein d'une entreprise. Et puis petit à petit, en fait, au début, on était 3 au service, on était 3 sur le développement durable, on était très peu, à plein temps. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à être missionnés, intéressés. Et puis petit à petit, ce métier est devenu un métier pour d'autres aussi. On a pu faire grandir l'activité. Puis en fait, notre réseau, il s'est élargi énormément. Donc voilà, donc ça, c'était quelque chose. Et maintenant, on est 35 au sein du service développement durable, 7 sur l'offre et la conception, un réseau de 200 personnes. Et on était avec plus d'une centaine de personnes aujourd'hui, justement, tous connectés à travailler ensemble et au service de 3000 personnes. Derrière ce logo, donc derrière Decathlon, qu'est-ce que vous pouvez savoir d'autre? En fait, c'est qu'en fait, on est 100 000 sportifs au service de 400 millions de sportifs. Et ça, c'est un peu l'envergure que j'avais envie de vous donner en termes d'action et de l'action qu'on peut avoir à l'intérieur de Decathlon, comment il peut influencer un domaine aussi large que le sport. On a 4 valeurs et en fait, ces 4 valeurs, elles ont été vraiment hyper importantes pour l'arrivée du sujet environnement à l'intérieur de Decathlon, parce qu'on a une des valeurs qui est la responsabilité. Et avec la responsabilité aussi, une des valeurs qui n'est pas là-dedans, pas dans ces 4, mais que pour moi, je trouve qui est hyper forte à Decathlon, c'est la rationalité. Donc en fait, la responsabilité, c'est se dire d'être responsable des choses qui se passent dans l'entreprise et de faire les choses en responsabilité. Donc toujours de mettre notre action au regard des impacts qu'elle a et de prendre les choses à bras le corps. Et la rationalité aussi, c'est important, c'est de le faire en fait en faisant fonctionner son cerveau, son esprit critique. Et je pense qu'il est hyper fort à Decathlon. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand on va faire une matériothèque et avec, on a des centaines de matériaux identifiés qui nous revendiquent du verre, et ben, on met cette rationalité au service de cette matériothèque et on identifie qu'il y a plus de 95% de ces matériaux qui en fait ne sont pas vraiment verts, ne sont pas vraiment éco-conçus. Et donc ça, ce filtre-là, qu'on n'aurait pas si on était orienté marketing par exemple, bien que le marketing voilà, peut faire aussi des belles actions, eh ben, on le fait via cette rationalité et cette envie d'action. Donc, on prend la responsabilité, on l'applique à nos métiers. Bah, comment ça se passe? Du coup, en 1986, on devient concepteur à Decathlon et en 2006, on devient éco-concepteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on applique cette responsabilité au métier de la conception, eh ben, ça nous fait de l'éco-conception parce qu'on va en fait considérer l'impact du produit concrètement, identifier où sont les enjeux et aussi se dire où est-ce qu'il faut agir, où est-ce que notre impact sera le plus important. Ce côté Pareto qui est très fort à Decathlon, des 20-80, où est-ce qu'il faut agir, où sont les gros cailloux. Et donc, voilà, on s'est mis à agir vraiment sur l'impact de nos produits. Et après, on a développé ça encore plus fort. Donc, on a tellement développé ça qu'en fait, on avait un nombre de produits qui s'améliorait avec l'éco-conception jusqu'à se dire, on va le dire aux clients. Et ça, c'était top. On a grimpé, on est allé chercher différents acteurs de plus en plus forts et on a pu valider des stratégies, avancer et du coup, arriver jusqu'à le dire aux clients, la performance de nos produits. Et c'est là où les difficultés sont arrivées pour moi. C'est 2012, je crois, 2011-2012. On avait eu la crise économique et en fait, c'est rebond. Et donc en 2012, les priorités changent. Et là, la direction qui avait le vent, qui nous avait mis le vent en poupe sur le DD, là, change de priorité
Et le message, c'est prix, quantité, quantité. Prix, quantité, quantité. Et donc, moi, en fait, à ce moment-là, je me suis rattaché à ce qu'on avait obtenu et j'ai orienté tout vers les utilisateurs. Donc, je me suis vraiment orienté à fond toute notre action vers l'affichage environnemental pour le dire aux clients, parce que je me suis dit, si on le dit aux clients, on va forcément continuer d'agir derrière, parce qu'on ne pourra pas mentir, on voudra être responsable jusqu'au bout et on voudra du coup amener des choses pertinentes auprès de nos utilisateurs. Voilà, donc moi, mon apprentissage à ce moment-là, c'était la conduite du changement, ce n'est pas juste aller voir quelques acteurs et puis, comme dans un jeu d'échecs, changer la stratégie. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait changer le plateau et être partout. Et que voilà, tous les acteurs, en fait, tous les acteurs ont un poids qui est important et il faut en fait changer la culture d'entreprise. Il faut que ça soit partout, tout le temps. Et donc, on a agi dans ce sens-là, et je vais vous le décrire un peu après. Et c'est allé tellement fort que ça a même changé le sens de Decathlon, qui était à l'époque, donc qui est toujours, mais maintenant c'est plutôt la mission. Donc c'était avant rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre. Et on a rajouté ce durablement qui s'est très bien ajouté à notre ADN, qui était déjà là en fait, mais qui s'est exprimé à ce moment-là. Et donc, parce que voilà, tout le monde en demandait et du coup, ça a pu changer ce sens. Maintenant, comment s'organiser derrière pour vraiment faire en sorte que ça soit partout? Donc, nous, on a une équipe au niveau du service développement durable. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les enjeux environnementaux, les enjeux du développement durable. On regarde s'ils s'appliquent à Decathlon. Après, on découpe ça en projets et on va animer tout un réseau. Et après, on a des leaders développement durable qui, eux, sont dans des périmètres. Donc, ils vont agir sur un sport, sur un process industriel. Donc, ils vont agir, par exemple, au football. Ils vont agir à l'escalade. Et ils vont en fait identifier pour ce sport quels sont les enjeux qui le concernent. Et ils vont animer leurs équipes sur les responsabilités de chacun pour agir et pour faire bouger dans un projet commun. Ça, c'est hyper important de fédérer les gens autour de cette thématique. Ça, c'est leur rôle et ils le jouent à merveille. À côté, en parallèle, on a développé un réseau de référents de compétences. Il faut agir dans tous les métiers. Pour agir dans tous les métiers, en face des responsabilités, on a des compétences. En face des compétences, on a des formations, on a de l'accompagnement des outils. Et là, on a des personnes qui sont devenues hyper compétentes pour accompagner. Donc, par exemple, Henri Guillemont, qui est ingénieur produit, il accompagne les autres ingénieurs produits à développer des compétences sur le développement durable. On a Bouraoui qui fait la même chose au niveau des process industriels avec des ingénieurs composants. Bouraoui, maintenant, il a des compétences qui sont 10 fois supérieures en éco-conception que moi quand je suis rentré dans l'entreprise. Il est hyper pertinent et il accompagne les équipes à merveille sur leurs compétences. En parallèle, on a aussi un réseau, un comité environnement qui sont en fait des leaders développement durable qui sont hyper motivés, des leaders en fait de sport, donc des patrons de sport, des patronnes de sport et process, qui sont mobilisés sur le sujet et qui nous aident à changer la structure de Decathlon pour favoriser les comportements liés au développement durable. Ils sont une douzaine avec qui on bosse main dans la main avec chacun des chefs de projet et le réseau. Et ça permet vraiment de bouger les lignes. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que quand un leader parle à un autre leader, eh ben, ce qui peut passer par nous en 1 heure, eux, ça se passe en 5 minutes. Et quand il y en a un qui fait du développement durable, eh ben, l'autre, il s'y met assez rapidement et ça match et ça fonctionne bien. Derrière, on a dû créer des communs. Donc, notamment, dans ces communs, il y a la définition d'éco-conception. Au tout début, quand on parlait d'éco-conception, on parlait tous de façon différente. On avait 1 million de pictos différents. Et au fur et à mesure, en fait, on a standardisé une prise de parole, des définitions et des actions. Et on a là, donc, il y a une vidéo que je ne vais pas vous passer, mais que vous pouvez retrouver sur Internet avec des personnes qui se sont investies et qui vous expliquent c'est quoi l'éco-conception pour eux à Decathlon, comment ils le vivent tous les jours. Elle est super intéressante, je vous engage à aller la voir, ça donne envie d'agir. On a aussi un point qui est important qui est sur ce sujet, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui est mouvant et c'est très, très compliqué, du coup, en fait, de s'investir si on n'est pas agile. Donc, en fait, quand on agit, il faut essayer d'avoir toujours en tête les étapes d'après et de faire une filiation entre les actions
Notamment, en fait, pendant longtemps, on a animé des critères qualitatifs et puis petit à petit, on en est venu à agir de façon quantitative, à pouvoir chiffrer, mesurer. Mais il y a encore deux mondes qui coexistent. Et du coup, ce qu'on a accompagné, c'est vraiment cette transition de l'un à l'autre pour faciliter la continuité dans l'action et pas chambouler non plus tout le travail des équipes. Et donc, cette continuité, elle est aussi importante dans un mode de travail dans un domaine qui est en apprentissage permanent. On a des réussites. Du coup, à Decathlon, le textile, c'est important. Donc, comme vous avez vu, la polaire recyclée qu'on a fait, petit à petit, on a continué à avancer. On arrive même à avoir du coton recyclé, ce qui était techniquement un peu plus compliqué. Et maintenant, ces matières qui pouvaient parfois être en faible quantité, maintenant, sont vraiment font partie des produits majeurs et l'offre augmente énormément. Du textile, des chaussures, on arrive à éco-concevoir sur plein de typologies de produits et même du matériel, ce qui est parfois plus compliqué parce que quand on s'éloigne un peu de son métier initial ou de ses compétences premières, parce qu'il y a des domaines où parfois c'est plus compliqué, par exemple la nutrition, si ce n'était pas un métier premier à Decathlon, et ben maintenant on est en train de commencer à éco-concevoir des produits alimentaires, à se dire quels fruits on va choisir pour avoir les bonnes caractéristiques et en même temps réduire l'impact. Là, on a fait de l'optimisation topologique. On a changé les traitements de surface, optimisé la matière. Donc tout ça, on peut le faire parce que c'est notre apprentissage et notre métier qui nous a permis de le faire. Et donc, dans cette courbe en fait, de l'éco-conception, donc on a bien les composants et au début, on ne change pas trop le produit, il est un peu comme avant. Puis petit à petit, on va prendre l'éco-conception, mais aussi changer l'usage jusqu'à passer sur l'économie de la fonctionnalité et aboutir aussi à des choses qui sont comme changer le sport. Ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire quand on commence à aller de plus en plus loin dans l'éco-conception, l'analyse de la pratique, du cycle de vie, et en fait, on vient ajouter l'usage dans ce cycle de vie, et ben, on en vient à changer le sport. Et là, par exemple, le tir sportif avec des plombs, avec des produits sécuritaires qui sont compliqués à gérer, qui sont voilà, qui permettent pas une ouverture du sport plus importante, et ben, on va redesigner ça pour réduire tous ces impacts et changer le sport. Voilà, eh ben, je pense que je vous ai dit quelques éléments pour vous aider à comprendre un peu plus l'action à Decathlon. J'espère que ça vous a aidé. Merci Raphaël pour tous ces éclairages. On a déjà beaucoup de réactions sur le chat, enfin, notamment sur l'outil Klaxoon, donc 26 questions qui étaient posées. Et il y en a une qui revient de façon assez régulière, qui est particulièrement likée, et qui s'adresse à vous deux, en fait, Eric comme Raphaël, potentiellement. Comment ont réagi les actionnaires à l'époque de la mission zéro? Au tout départ, comment ça se passe avec les actionnaires quand on lance une démarche comme ça? Raphaël, je commence, je te passerai le relais derrière. Donc, ils réagissent mal. Ça, c'est la première. Voilà. Et ils réagissent toujours mal. En tant que cadre dirigeant, mon seul écueil aujourd'hui, c'est l'injonction contradictoire entre ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, et ce qu'on attend de nous au résultat trimestriel. On est coté au Nasdaq. Le capital est quasiment au flottant au maximum. Donc, les analystes financiers ont du mal à être sensibilisés au fait qu'on ait une mission supérieure à nos objectifs. Donc, ça ne se passe pas bien. La seule digue, c'est d'avoir un board qui est intimement ancré dans l'indépendance, dans l'héritage de Ray Anderson, qui est décédé en 2011. Et voilà, nos CEO n'ont pas besoin de courage pour monter au créneau, pour leur expliquer tous les trimestres qu'on est différent des autres, mais qu'après le call, investisseur, on est comme les autres. Donc ils fracassent notre action parce que sauver la planète, ça va 2 minutes. Ils veulent surtout avoir bottom line en bas, le revenu. Donc, c'est dur, mais chez Interface, ça a été possible. Je sais qu'on a un public assez varié, mais dans tous les échanges que je fais, les keynotes, j'ai de gros parallèles avec les ETI, par exemple, les entreprises de taille intermédiaire, notamment à capitaux familiaux, parce que si je fais le parallèle avec
avec Ray Anderson, qui est le fondateur de la société, qui a été le CEO de la société et donc qui a emmené le board avec lui. On a toujours ce soutien du board et on arrive à faire abstraction des attentes des investisseurs. Voilà, des investisseurs, mais vraiment institutionnels qui sont au flottant. Les autres savent ce qu'on fait. Les autres savent que on est différent. Donc, on dépense énormément d'argent pour changer nos processus de fabrication et faire les choses différemment. Donc, on prend beaucoup de risques, bien évidemment, à faire des choses nouvelles. Comme lui disait Raphaël, on a aussi réussi parce qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Et sur 25 ans, on peut en commettre pas mal. Mais les actionnaires, c'est pas facile. Voilà. Et pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un de mes sujets trimestriels. Super, merci beaucoup. Raphaël, tu veux prendre la parole sur cette question aussi? Ouais, carrément. Alors, en fait, la mieux placée pour pouvoir répondre à ça serait Isabelle, qui est ici, qui est leader développement durable pour Decathlon et qui bosse main dans la main avec les actionnaires. Notamment, on a un comité de transition qui permet de rassembler et notre direction et les actionnaires pour travailler ensemble à la transition de l'entreprise. Donc, on bosse avec eux. Il y a des injonctions contradictoires qui peuvent être contradictoires, qu'il faut transformer en compromis parce qu'il faut faire du résultat et il faut en même temps transformer l'entreprise. Et comment on arrive à faire les deux? Et est-ce que c'est l'un après l'autre? Voilà, il faut décider dans quelle mesure on peut faire les deux en même temps. Donc ça, c'est important. Nous, notre travail, c'est deux choses. C'est faire en sorte d'augmenter l'effet de levier de chacun des collaborateurs. Donc, c'est de leur dire, agissez dans l'entreprise, c'est là que ça se passe, vous avez votre effet de levier maximal, c'est là. Donc, laissez pas vos convictions à la porte de Decathlon, mais rentrez avec et bougez la boîte. Et l'autre, c'est, je vais reprendre l'image du colibri, mais c'est de faire en sorte que les éléphants ne se prennent pas pour des colibris. Donc, c'est faire en sorte que les gros, ceux qui ont de l'impact, travaillent leur impact le plus fort possible et ne viennent pas nous voir en se disant « Ah, j'ai recyclé dans ma poubelle, c'est parfait ». Mais quand on est propriétaire d'une entreprise, quand on peut la bouger avec un impact fort, il faut y aller à fond. Et je pense qu'ils sont en mesure de le faire. Il faut maintenant qu'ils en prennent conscience et qu'ils fassent les choix. Donc, ça avec des choix forts, parce qu'ils sont nombreux. Et je pense que nous, on est là pour les accompagner à le faire. Alors justement, il y a une question qui va dans... Juste avant, François, je vais juste remontrer parce qu'on a été rapidement tout à l'heure sur la manière de mettre les cœurs sur les questions. Et donc, je vais me mettre en partage d'écran. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Je vous remontre rapidement. Normalement, vous voyez bien mon écran Klaxoon. Et donc, pour liker, alors, quand vous arrivez sur les questions, vous allez ici, là où c'est noté le nombre d'idées. Et puis, vous mettez votre petit cœur. Moi, je vais mettre mon cœur sur celle-ci. Et voilà, votre question va remonter du coup de cette façon. Alors, je te passe la parole. Alors justement, il y avait, dans la continuité de ce que vous évoquiez tous les deux, une question qui revenait souvent, bien likée également, donc c'était la politique des petits pas et la politique des grands sauts. Est-ce que justement, dans une entreprise, ils peuvent se cumuler? Je commence, Raphaël? Ouais, vas-y. Alors, l'expérience d'interface, c'est pas les petits pas. Parce que peut-être qu'on a le prisme américain de ce positivisme et de ce déterminisme à foncer et peut-être quelquefois à réfléchir un peu après, mais ce que j'évoquais tout à l'heure sur le prototype industriel qu'on est capable de partager en 2020, c'est le fait de dire la route qui a été suivie par Interface, c'est justement de se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, on arrive très souvent à des réponses assez, alors je ne veux pas employer des termes à la mode, mais on va dire radicales, parce que les enjeux sont grands. Donc, je sais que c'est compliqué quand on
quand on a un gros public d'ingénieurs, quand on a un gros public d'ingénieurs français qui sont très cartésiens et très adeptes de l'amélioration continue parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Mais l'expérience d'interface, ce n'est pas la panacée, je le répète, on partage simplement une expérience, un prototype industriel. C'est vraiment de faire des sauts qui sont voulus ou subis. Pourquoi? Parce que vous allez accéder à des sourcings de matière, comme disait Raphaël, qui vont vous permettre de vous faire un saut. Vous allez avoir des échecs technologiques qui vont vous dire on ne part pas dans cette direction. Parce que votre éco-conception produit, votre éco-conception de process de fabrication va être complètement imbriquée. Donc, vous ne changez pas simplement la couleur d'une moquette, vous changez toute une chaîne de production. Donc, il y a une expérience notoire chez Interface où, en 1996, quand Ray Anderson va voir notre fournisseur principal de fil pour fabriquer la moquette, qui est à l'époque un fil polyester, qui s'appelle Dow Chemical aux États-Unis. Donc, vous imaginez le moment de solitude de demander à Dow Chemical de la fibre recyclée en petite quantité, éco-conçue et sourcée localement. Donc, évidemment, on s'est fait virer. Donc, il faut rechercher un fournisseur. Toute l'équipe Interface se dit comment on peut chercher un fournisseur. Donc, il trouve un petit fournisseur textile au fin fond de l'Italie qui travaille le nylon recyclé en 95-96, qui s'appelle Aquafil, qui a développé l'Econil et qui aujourd'hui fournit l'Econil à Adidas, j'espère à Decathlon, à Gucci, enfin, voilà, qui est en train de faire participer à la révolution de l'industrie textile. Donc, les petits pas, c'est en termes industriels par rapport à notre démarche d'éco-conception, que ce soit sur le modèle économique, produit, process, ce n'est pas le retour d'expérience que l'on a à côté Interface. Merci beaucoup. Du coup, moi, pour plus l'expérience Decathlon, du coup, c'est vrai qu'on est confronté à ce truc-là, des petits pas versus les grandes actions. Et est-ce que plein de petits pas, finalement, ça va changer le monde? Alors moi, je dirais que ces petits pas, en fait, ils sont OK si en fait, on prend les grandes actions et qu'on les découpe en petits morceaux. Et si c'est dans ce sens-là que c'est fait, oui, les petits pas, en fait, ils permettent du coup de faire ce changement nécessaire et plus large. Et il y a aussi un truc, c'est de coordonner les petits pas ensemble dans un plus grand schéma. Et je crois que c'est l'effet d'aubaine, ça s'appelle en économie. C'est quand deux personnes, si appuyées séparément, ont une action, mais si elles se coordonnent, il y a un effet supplémentaire qui s'appelle l'effet d'aubaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important quand on met 100 personnes qui tirent en même temps, on peut lever une obélisque et on ne pourrait pas le faire s'ils étaient chacun à pousser dans son coin. Donc ça, c'est un effet important qu'il faut essayer de générer dans l'entreprise et donc de connecter les gens pour qu'ils puissent agir tous dans un sens commun, quoi. Super. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Eric. Alors, on a une question qui remonte beaucoup sur comment bien communiquer vers les consommateurs sur les produits éco-conçus versus greenwashing. Est-ce que l'un de vous a envie de démarrer? Alors, si c'est consommateur, c'est pour Raphaël, mais si c'est client, je donne une petite partie d'une réponse côté client professionnel et après Raphaël, je passe le relais. Il est primordial de vulgariser, c'est-à-dire de simplifier. La communication, donc la compréhension du récepteur de votre message, il doit être le plus simple possible. Les enjeux, la problématique est tellement compliquée que votre job, c'est faire simple. C'est pour ça que chez Interface, j'espère que vous avez senti dans ma présentation, nous, on a choisi le carbone, enfin le dioxyde de carbone. Le carbone, c'est le terme anglo-saxon. On a choisi ça, c'est notre ligne directrice et on explique toute notre histoire, nos actions vis-à-vis d'un seul angle d'attaque pour que ce soit très vulgarisé. Que ce soit en externe vis-à-vis de nos clients, bien évidemment, qui se demandent par quelle bouche je prends le truc, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'année cycle de vie, comment je remplis mon questionnaire RSE, enfin tout ça. Et nous, on dit, voilà, si c'est l'angle carbone, vous pouvez attaquer
par cet angle et après répondre à ces questions. Et il y a beaucoup d'explications qui viennent et il y a surtout énormément de temps à passer à expliquer les choses. Donc, ne sous-estimez pas le temps que votre force commerciale, chez Interface Force de Prescription, nos chargés d'affaires passent plus de la moitié de leur temps à expliquer les thématiques et à expliquer ce qu'il y a dans les fiches techniques, puisque nous mettons nos bilans carbone dans les fiches techniques. Et donc, il faut prendre le temps de la pédagogie en vulgarisant et en simplifiant peut-être à l'extrême un sujet. Et voilà. Et ça, entre professionnels, B2B, ça prend déjà du temps. Donc, côté consommateur, Raphaël, je ne sais pas ce que tu fais. Ouais, du coup, alors qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus? Alors déjà, je crois qu'il y a des personnes du réseau qui sont présentes. Donc, s'il y a des questions auxquelles les personnes du réseau Decathlon souhaitent répondre, n'hésitez pas à répondre en live. Donc, sur la partie contact avec l'utilisateur et le consommateur, je pense qu'une chose simple, pendant très longtemps, c'était vivons heureux, vivons cachés. Hein, tous ceux de l'AFM connaissent bien ce dicton, parce qu'on l'a appliqué pendant des années. Nous, notre rôle, c'était un peu de s'exposer un peu plus et de dire ce qu'on fait, tout simplement. Pas dire qu'on sauve le monde, mais dire, voilà, telle action, on l'a fait sur tel produit, d'informer sur l'impact des produits, d'être le plus transparent possible et surtout d'avoir une information qui permet d'agir aussi et d'impliquer sans se déresponsabiliser. Donc, c'est-à-dire fournir une information au client pour que lui puisse agir durant son acte d'achat, fournir une information à l'utilisateur pour qu'il puisse, durant la pratique, faire des choses plus vertueuses. Dire ce qu'on fait en production, expliquer comment est fait le modèle industriel, quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Voilà, c'est des choses, je pense, qui sont intéressantes à partager aux clients, avec un escalier pour expliquer à la personne qui a 10 secondes et qui veut savoir lequel est le meilleur entre deux produits, et celui qui veut prendre 35 minutes, 1 heure, pour comprendre comment ça fonctionne derrière et c'est quoi la production d'un produit. Et sur ce point, je vous invite à regarder, on vous partagera la présentation de Raphaël dans laquelle il y a les vidéos et qui explique du coup très bien, et c'est les vidéos qui sont communiquées à vos clients justement. Et on a un site qui s'appelle engagement.decathlon.com, un super site qui a été fait par notre équipe communication. Grand merci à Marie Chailloux pour tout ce travail et Camille et ainsi que toute sa team. Donc voilà, petite dédicace. Dans le prolongement, il y a une question qui revient aussi fréquemment par rapport à cette notion de responsabilité. Est-ce que vous avez renoncé à des opportunités commerciales pour justement préserver la planète? Alors, je prends donc… alors, on refuse des opportunités commerciales au sens très large, c'est-à-dire aussi au niveau chaîne d'approvisionnement et supply chain. Donc, oui, très clairement, on refuse des fournisseurs, on refuse des propositions, on refuse des façons de faire. Pas simplement pour une conformité réglementaire, mais par choix fort. Donc, de ce côté-là, oui. Du côté client, je dirais sur les projets, c'est plus des refus qu'on reçoit que des refus qu'on émet. Voilà, on essaie de valoriser nos solutions, de sensibiliser au cycle de vie. Donc, du fait qu'un produit qu'on conçu, il est un petit peu plus honnête parce qu'on a investi énormément. Donc, un petit peu plus, hein, pas 3 fois plus cher, mais on a beaucoup de refus en aval et on fait beaucoup de refus en amont. Donc, sur la chaîne sur la supply chain, c'est à peu près dans ce sens. Mais ce que disait Raphaël, c'est dire les choses et être transparent. C'est-à-dire que quand vous êtes responsable et quand vous êtes transparent et quand vous êtes engagé, vous n'hésitez pas à dire non. Moi, je n'ai jamais vu notre service achat confronté à des cruels dilemmes pour virer un fournisseur qui nous propose un cocktail chimique détonnant. Donc, c'est pas un sujet. Ils sont plus moteurs à poser les bonnes questions. Moi, ils ont eu quelques challenges aussi avec nos agences de voyage. Hein. Il y en a 3 au monde, hein, entre BCD Travel et American Express. Leur dire,
On voyage tant, c'est quoi les sujets derrière en termes de compensation et de neutralité pour nos activités de déplacement. Et là, très clairement, on voit que ce n'est pas dans les grilles non plus. Donc, pousser de nouveaux sujets, refuser ou un temps de dire allez bosser, puis revenez nous voir, c'est plus dans ce sens en amont. Et en aval, sincèrement, c'est plus vis-à-vis des clients. Nous, on est disposé à tout partager, mais bon, il y a des impératifs économiques. Hein, Raphaël disait, des fois, prix-quantité. Quand vous parlez aux 3 grands noms du bâtiment, dont je tairai les noms, mais vous les connaissez, c'est un peu compliqué de leur expliquer que vous pouvez sauver la planète en dépensant 20 centimes de plus, mais on y arrive quelquefois. Il en faut beaucoup plus de refus. Voilà. Super, merci. Alors, on a un participant qui souhaiterait prendre la parole. Donc, Erwan, je te passe la parole. Merci. Ouais, voilà. Merci Anne-Cécile. Juste en écho avec ce que vient de dire Eric, merci beaucoup pour la presse et Raphaël. Bravo aussi Raphaël. Sur la com client, moi je m'occupe de la com de Decathlon France et je rejoins complètement ce que disait Raphaël. J'irais même encore plus loin en disant qu'on doit pas avoir peur aujourd'hui de s'exposer en annonçant les choses qu'on ne fait pas bien et en annonçant surtout les progrès qu'on veut réaliser. Je pense que sur la com client, le sujet, il n'est plus aux promesses, il est à annoncer les progrès sur lesquels on a envie de s'engager. Et quelque part, prendre un peu, moi c'est comme ça que j'ai envie qu'on mette en place les choses chez Decathlon France, qu'on prenne un peu l'opinion à témoin de ce qu'on a envie de faire et des progrès qu'on veut réaliser. En étant vraiment comptable de ces résultats-là et des efforts qu'on va mettre en place pour y arriver. Et je trouve que c'est dans ce dialogue-là d'exigence et de bienveillance qu'on doit traiter la communication désormais. Si je puis me permettre, Erwan, si je peux rebondir sur vos propos, donc il y a une dimension dans la transformation qu'évoquait Raphaël, qui n'est pas trop dans les livres de management, mais qui s'appelle le courage. Donc, on l'a eu grâce à notre fondateur, mais voilà, c'est pour ça tout à l'heure, je m'exprimais sur des proximités avec les ETI ou les grands groupes familiaux. Je sais que c'est difficile aujourd'hui pour un CEO d'un groupe au CAC 40 ou SBF 120 de prendre le micro et de dire je suis une partie du problème et je vous promets que je serai une partie de la solution. Ça, c'est pas facile, ça c'est clair. Je sens, voilà, dans les grands groupes bancaires, de technologie, on sent qu'ils ont du mal. Et derrière, il y a le problème d'emmener toutes les équipes. Mais courage, transparence et responsabilité au sens large, comme on l'a pu le voir chez Decathlon, c'est quand même assez clair. Et puis, c'est des basiques, mais ça fait un peu old school, hein, même si je n'ai pas 70 ans, mais c'est l'exemplarité, quoi. C'est walk the talk, c'est-à-dire, voilà, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et on n'est pas parfait. Voilà, par exemple, chez Interface, en 94, l'approvisionnement de matériaux biosourcés, ça pouvait être une bonne idée. Après, quand vous creusez vraiment pour savoir comment approvisionner des matériaux biosourcés et que vous assurez que ce n'est pas des terres agricoles, ce n'est pas des terres qui sont exploitées, vous n'allez pas le chercher à l'autre bout du monde. Voilà, on se dit, on a eu une bonne idée, mais finalement, ce n'était pas une bonne idée. Et désolé, mais on va retravailler sur autre chose. Donc ça, il faut un petit peu d'aplomb pour le partager. Et je pense qu'il y a la reconnaissance de dire, bon, vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait. Et par contre, on essaye de s'attaquer au vrai sujet. Voilà. Super, merci beaucoup Eric. Alors, on va prendre une dernière question avec une réponse qu'on vous propose de faire assez courte pour tenir notre timing. Mais cette question est de poids. Comment vous fédérez les équipes sur cette thématique d'éco-conception? Raphaël, tu peux répondre en premier. Moi, j'avais l'impression qu'on avait répondu, mais ouais. Ok. Vous considérez qu'on n'avait pas répondu? Vous avez déjà apporté pas mal d'éléments, mais du coup… Juste un point pour les réponses qu'a apporté Raphaël sur ça, notamment pour éventuellement s'il y a besoin de relancer les choses quand certains objectifs sont atteints. L'expérience côté interface, c'est qu'on n'a pas besoin de relancer les choses parce que c'est tellement ancré dans l'ADN après toutes ces années. En vérité,
vos équipes vous relancent toutes seules. Donc, vous pensez avoir développé le bon produit, la bonne offre, avoir le bon process technologique. En vérité, ils veulent aller encore plus loin. Donc, il y a une fois que c'est naturel, une fois que c'est évident et que ce n'est pas un objectif managérial, la relance, elle se fait automatiquement parce que la prise de conscience, elle est collective. Donc, et je vous parle collective du CEO à la personne sur chariot élévateur qui va charger la palette dans un camion voilà, en respect de toutes ces personnes. Mais chacun sait pourquoi il contribue et chacun sait pourquoi il a envie de faire plus. Et la relance, elle est quotidienne et automatique. Elle est un peu fatigante pour les managers et les dirigeants parce qu'on est beaucoup sollicité pour faire plus, pour faire mieux. Mais voilà, de ce que je vois, ce que j'ai compris chez Decathlon. Et l'appétence, elle grandit en faisant aussi. Ouais, Je pense que c'est un truc qui est, au début, nous, la première fois, on faisait des évaluations environnementales. Franchement, si j'avais montré ça à des gens qui font vraiment de la CV, ils se seraient foutus de ma gueule. Vraiment. Ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On avait mis quelques éléments pour commencer à mettre des notions. Et en fait, l'appétence, elle est venue au fur et à mesure. Ils nous ont demandé du détail et ils vont de plus en plus loin. Les actions, elles vont de plus en plus loin. Et c'est ça aussi qui motive au fur et à mesure, c'est qu'on est capable d'aller de plus en plus en profondeur sur les sujets, d'aller attaquer des nouveaux sujets, de les attaquer de mieux en mieux, avec plus de monde. Et ce qui fédère, après, c'est quand il y en a qui arrivent qui réussissent. Et puis le sens du sujet, il fédère parce qu'on a tous envie de bouger les choses, quoi. Exactement. Bon, bah, super, merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos interventions hyper riches et puis toutes ces questions et ces réponses. Et donc, il y a pas mal de questions qui restent en suspens. Pour ceux qui seraient pleins de frustration avec les questions en suspens, vous avez les liens LinkedIn des profils de Raphaël et Eric. Non. Si vous avez des questions, vous les posez sur des fiches produits en avis. Voilà, si vous avez une question sur un produit, vous la posez en avis client. Mais pas sur mon email. OK? Posez les questions aux gens qui font le job localement sur chacun des produits, sur chacun des magasins. Partout où ça se passe, c'est là qu'il faut poser les questions. OK. Voilà, alors on arrive dans la troisième partie de notre afterwork. On sait qu'il y en a un certain nombre qui doivent nous quitter maintenant. Et du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est pour ces personnes-là d'aller sur Klaxoon et de nous faire un petit feedback via le questionnaire. Pour les personnes qui peuvent rester avec nous jusqu'à 19h30, vous pourrez y aller un peu plus tard. On va avoir maintenant un temps d'échange en plus petit comité. Et avant ce temps, du coup, pour ceux qui partent, je vous annonce tout de suite qu'on aura un afterwork fin janvier. La date et le thème sont à venir dans les jours qui viennent. Et puis, dernière petite annonce, pour les collaborateurs et les familiaux de l'écosystème Mulier, on a le parcours Act for Change qui démarre le 5 février, un parcours d'inspiration et de passage à l'action sur ces thématiques de transition écologique et solidaire. Et donc voilà, vous êtes tous les bienvenus dans ce parcours. Marie va vous mettre dans le chat le lien vers le site du parcours. Voilà. On vous invite à rester pour cette dernière partie, pour le beau temps d'échange qui nous attend. Et pour cela, on va vous partager 3 pistes de réflexion. Je te passe la parole, François, je vais vous partager mon écran. Oui. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir effectivement de travailler en sous-groupe. Donc on va vous proposer donc 3 minutes de réflexion individuelle sur la base des questions qui vont apparaître sur l'écran. Voilà. Ensuite, on vous invitera à rejoindre des petites salles, donc Zoom de 3-4 personnes pour un échange. Donc évidemment, pour ce cadre, pour libérer la parole, on vous propose un petit cadre de sécurité pour permettre à chacun de partager de manière la plus authentique et profonde possible, avec donc 3 propositions. La bienveillance, évidemment, c'est du bon sens, la transparence et puis bien sûr la confidentialité. Donc pendant ce temps, on vous invite évidemment à réactiver vos micros si ça n'a pas été déjà fait, ainsi que vos caméras. C'est quand même plus convivial. Voilà, on vous laisse intégrer les différentes salles pour une réflexion de 2-3 minutes, puis un échange d'une douzaine de minutes. Et on vous invite à revenir donc en grand groupe, à quitter ces salles d'ici 15 minutes pour, je dirais, faire la conclusion de cet afterwork. Et les questions vont être mises dans le chat, vous pourrez les retrouver dans le chat. Alors.
Personnes qui ne sont pas parties dans les salles. Ouais. J'ai été envoyé automatiquement, donc je pense que c'est des gens qui sont revenus, peut-être. Moi également. Juste vérifier du coup s'il n'y a pas des groupes qui sont pas remplis, sinon bien sûr je peux y retourner. Hein, mais... Ouais, alors attends, je regarde parce que j'ai une personne qui n'est pas affectée aussi. Bon, globalement, j'ai presque que des groupes de 3 personnes. Bah, super. Et j'ai. Alors là, attends. Là, j'ai un groupe de 2. Donc la salle 13. Ah, Françoise ZTP, toi, tu es dans une salle. Bah, je sais pas, Ouais. apparemment. Ah, mais du coup, il faut que tu quittes. Parce qu'ils ne doivent pas comprendre. Ouais, tu nous as envoyé automatiquement. Avec des gens qui ont coupé leur micro. On a été envoyé automatiquement, Anne-Céline. Ouais. Quitter la réunion, quitter la séance. Non. Quitter la séance, c'est tu quittes la salle. Alors du coup, Franz, c'est tout seul. Ouais. Franz, c'est tout seul. Tu étais dans quelle salle, je sais pas. Attends, j'ai pas. Alors, je vais regarder ça. Donc Pauline, elle est toute seule, donc ça c'est bien. Catherine, elle n'a pas rejoint. Je cherche. Il y a des groupes entiers où il n'y a personne. Attends, il y en a un qui me fait beaucoup là. Mais Grégory, ouais. Il n'a pas rejoint. Bah, il faut qu'il active son micro, Grégory. Bah, il ne peut pas. Là, en plénière, il ne peut pas. Ah. Alors, attends. Tac. Vas-y, Grégory, j'ai activé. Je t'ai mis co-animateur, tu dois pouvoir activer ton micro. Ouais, merci. J'étais juste dans une salle, on était 2, et la personne avec laquelle j'étais n'avait pas d'écran ni de micro. Donc en fait, j'étais tout seul, donc je viens de sortir. D'accord. Pour me remettre dans une autre salle. Ok, on va te mettre avec d'autres personnes si tu veux. Alors. Merci. Hop, alors attends, je l'envoie là. Pareil, s'il y en a d'autres qui sont parmi nous là, en plénière, qui se sont retrouvés ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça on en prend connaissance avec Anne-Céline et elle pourra vous réaffecter. Voilà. Ah bah non, pas du tout possible. Il doit y avoir... Ah oui, Eric, il s'est retrouvé dans une salle aussi. Oui, c'est vrai que j'ai un peu... j'ai fait le paramétrage par défaut et crac. Tu vois, Céline, j'étais avec Myriam qui est revenue ici, mais en fait, Myriam, elle a pas d'écran, elle n'a pas de micro, elle branche rien et je ne peux pas communiquer avec elle. D'accord. Mais alors, du coup, en fait, le truc, c'est que je ne te vois pas, Grégory, je ne te vois pas dans les personnes que je peux affecter. Alors, comment je peux faire? Là, tu es dans la salle principale. Si tu vas dans les groupes, Anne-Céline. Ouais, mais je suis dans les... Ouais, tu fais sur un groupe qui a peu de gens, tu fais affecter. Il va te proposer les gens à affecter dedans, normalement. Ah, alors... Non, je peux pas. J'ai que rejoindre, en fait. D'accord. Ah, et Ségolène aussi qui essaie de prendre la parole, qui doit être toute seule dans son groupe. Alors... Ouais, je suis désolée, Grégory et Ségolène, je ne trouve pas de manière de vous affecter de nouveau. Ben, je vais remplir le questionnaire Klaxoon en attendant. Alors. Sinon, vous pouvez échanger entre vous et on peut faire abstraction. C'est ça, avec Ségolène et Annabelle aussi, qui a l'air d'être revenue. Du coup, il faut juste que... Alors, voilà, je vais mettre en co-animatrice pour qu'elle puisse... Ouais, voilà. Annabelle, je vous ai nommée co-animatrice, vous pouvez réactiver votre micro. Ségolène, c'est pareil, je t'ai nommée co-animatrice. S'il y a d'autres personnes, là je vois qu'il y a certaines personnes parmi nous. En fait, j'ai raté un truc. Non. Je ne sais pas pourquoi. En fait, tout le monde avait disparu. Tu as été envoyé dans une salle.
Et j'ai dû cliquer sur un mauvais truc parce que voilà, j'ai pas compris. Je maîtrise pas encore là. Quand il y a des salles, là, c'est un peu compliqué. Du coup, je fais comment pour revenir? Alors, Béatrice, dans salle 1, a demandé de l'aide. Alors, est-ce que quelqu'un voit les messages de demande d'aide ou parce que si moi j'y vais, je peux plus je peux plus surveiller ce qui se passe ici, hein. Je vous laisse. Ouais, je vais aller Jonas, voir, je vais aller voir Béatrice. tu vas voir Béatrice, super, merci. Moi, je reste avec Ségolène et Grégory. Super. Ok. Vous voulez qu'on discute un petit peu, Ségolène et Annabelle? Nous, on va couper nos micros. Allez-y, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez Ok. discuter. Bon, alors, mesdames, qu'est-ce que vous retenez par rapport à ce que ou bien, par rapport à ce qu'on a partagé, par rapport à ce qui nous a été présenté? Alors, c'est difficile de s'exprimer en très peu de temps, mais moi, je suis sur un métier du marketing et plus particulièrement la partie agencement magasin chez Auchan. Ce que j'ai retenu, oui, c'est que ça bouge, hein. Je suis contente que cet organisme ZTP nous aide à échanger sur le sujet. Après, j'ai du mal à répondre aux questions par rapport à mon métier, de ce que je pourrais faire dans l'avenir ou ce qui pourrait être fait dans mon domaine. Mais en tout cas, je me rends compte que les entreprises bougent, ça c'est bien. J'ai retenu que c'était assez long quand même et que je comprends que les dirigeants d'une entreprise où le commerce est principal et le chiffre d'affaires est attendu, c'est compliqué. Bon voilà, je n'ai pas trop de choses à dire d'autres. Je passe la main à Ségolène si elle veut parler. Oui, 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 tout à fait. Bah alors moi, je suis pas dans une entreprise et je suis simplement actionnaire, hein, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai été passionnée par ce qui nous a été présenté par Interface parce que c'est très courageux en 94 de prendre des positions comme ça. Et puis que Decathlon veuille agir dessus. J'ai vu justement un panneau à Decathlon éco-conçu et je m'étais dit, waouh, super, chapeau. Enfin, c'est une grosse, c'est un gros parti pris. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a coûté plus cher de faire ça ou pas? Moi, j'admire, je dis bravo. Je pense que c'est une prise de conscience de l'entreprise de développer des produits et d'utiliser la planète pour les développer qui fait qu'il y a une prise de conscience et presque obligatoire aujourd'hui. Après, je ne sais pas, Grégory, tu veux intervenir? Ouais. En fait, moi j'étais précédemment industriel et je suis passé de côté de la barrière en activant le potentiel des entreprises et notamment auprès des dirigeants. J'étais sur la première question. On a quelques participants qui reviennent. Et voilà, tout le monde est en train de revenir d'un coup. Super. Bon, je pense qu'on a récupéré tout le monde. Non, on en a qui sont encore dans les salles. Non, je crois que c'est bon. Vous êtes tous avec nous. Bon, super. On espère que vous avez eu des bons échanges. C'est parfois un peu compliqué cette technique de dispatch en sous-groupe. Et donc, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de frustration dans ces temps d'échange, surtout pour ceux qui sont rapatriés d'un coup dans la salle principale. Voilà, on voulait proposer, on arrive à la fin de notre rencontre, on voulait redonner la parole pour un petit mot de la fin à Eric et à Raphaël. Voilà, de manière synthétique, est-ce que vous auriez une invitation, un mot à nous partager?
Si je peux commencer, j'ai essayé de faire court, mais partager avec vous, j'ai écouté quelques échanges et par le biais de notre prisme américain, l'important, c'est de se lancer. L'important, c'est de débuter. L'important, c'est de prendre les choses à bras-le-corps. Vous n'allez pas maîtriser le sujet, vous n'allez pas être confortable dans l'interaction avec vos dirigeants, avec vos collègues. Grave. L'important, c'est de commencer la discussion. Regardez autour de vous. Vous avez sans doute un angle sur cette éco-conception, sur cette écologie, sur ce développement durable. Je ne sais pas, vis-à-vis du produit agroalimentaire, bien évidemment, vis-à-vis de votre expérience personnelle, vis-à-vis d'un prisme industriel. L'important, c'est commencer la discussion, apprendre, essayer et de le faire avec un positivisme à outrance. Voilà. On est quelquefois tombé un peu trop rapidement vers dénonciation de voilà, c'est pas bien de faire ci, il faut prendre son vélo, arrête de manger de la viande, arrête d'utiliser une touillette avec ton café. C'est pas ça. On a besoin de tellement d'énergie vis-à-vis des enjeux que voilà, l'important est ailleurs. Donc, débutez la conversation avec vos patrons, avec vos collègues. Et l'important, c'est de lancer le sujet. C'est pas d'avoir raison dans un premier temps. Merci beaucoup, Eric. Raphaël, est-ce que tu veux redire un mot? Non, juste, j'ai une image en fait qui m'est venue quand Eric a parlé. En fait, je me suis rappelé de caricatures qu'il y avait eu sur l'impressionnisme. À l'époque, c'était vraiment quelque chose et ils se faisaient tabasser quand ils faisaient des expositions. Après, on se foutait de leur gueule. Après, tout le monde s'en foutait. Et puis petit à petit, on a commencé à aimer ce qu'ils faisaient. Et voilà, bon, c'est un truc tout bateau de conduite du changement. Mais ce que je veux vous dire, c'est surtout que c'est de plus en plus facile. Mais le sujet est de plus en plus dur. Mais du coup, il faut commencer de plus en plus vite. Merci beaucoup, Raphaël. Bon, et puis à vous tous qui êtes restés jusqu'à maintenant, eh ben, on vous propose de mettre votre mot de la fin dans le chat. On ne peut pas prendre tous la parole là, mais un petit mot de la fin dans le chat, on le partage comme ça. Et quelques infos avant de clôturer cet afterwork. Donc, on avait proposé pour cette rencontre une participation libre et consciente. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Et donc, quand on dit libre et consciente, c'est complètement ouvert. Vous avez le droit de venir de manière libre et gratuite. Et vous avez aussi le droit de participer. Les fonds qui sont récoltés nous servent notamment à financer de prochains intervenants. On a quelques entrepreneurs et associations qu'on aimerait faire intervenir et qu'on aimerait pouvoir aussi aider un peu financièrement. Voilà. Et puis, si vous voulez échanger avec nous, eh ben, vous pouvez nous écrire sur mon adresse mail anne-céline@accentfacts.org et les messages seront redispatchés aux personnes concernées si vous avez des interlocuteurs précis derrière. Voilà. Et encore un grand merci à Eric et Raphaël pour leur présentation. C'était d'une grande richesse, vraiment. On a beaucoup, je pense qu'on a tous beaucoup apprécié vos témoignages et ce partage. Merci à vous. Merci Anne-Céline. Merci. Bonne soirée à vous. Bon apéritif pour ceux qui vont en boire un et bon appétit pour les autres. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et Anne-Cécile, je vois que tu es encore là. Oui, Ségolène. C'est quoi le nom de l'application? Je ne la trouve pas, de Jeannette. Jeannette Dunia. Dunia, bah, je ne la trouve pas Je la trouve pas. Bon, bah, écoute, Dunia. Ok, bah, je vais essayer de la trouver parce que c'est intéressant. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, j'ai fait la découverte récemment que Zoom enregistre tous les chats en fait par défaut dans mon ordinateur. D'accord. Donc j'ai retrouvé tous les chats de toutes mes visios. Tu n'as même pas besoin de... Moi, j'avais